Le quorum étant fixé. Chers collègues, nous avons un ordre du jour pas très chargé. Donc, on a 7 points à l'ordre du jour. C'est bien ça, monsieur le directeur de cabinet? C'est bien ça, on a 7 points à l'ordre du jour. D'accord. Donc, les 7 points à l'ordre du jour, c'est... On a d'abord l'approbation des procès-verbaux du 31 octobre, du 15 novembre et du 23 décembre. Eh bien, on se rapproche, hein? Ah, c'est bon. Après, on a l'orientation d'aménagement de la zone de Blachon et son développement économique à l'issue de la concertation. On a l'attribution d'autorisations aux agents communaux remplissant les conditions à recharger leur véhicule électriques ou hybrides sur les bornes installées par la commune. Le point 3 qui est la convention de partenariat avec la CCIG. Le point 4 qui est la subvention exceptionnelle attribuée à l'association Unisport Lamantinois. Le point 5 qui est l'avancement de grade des agents de la collectivité par création de poste. Le point 6, c'est la modalité de prise en charge des frais de déplacement des agents de la collectivité. Le point 7 qui est l'action de soutien à la parentalité, les compagnons bâtisseurs. Chers collègues, vous avez reçu les procès-verbaux. Ah non, il y a un point au bordereau? Oui. Donc avant d'aller, il y a un point au bordereau. Donc il faut voter la modification de l'ordre du jour. Je propose donc d'ajouter le point 7 à l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'ordre du jour est modifié avec le point 7 ajouté. Chers collègues, le premier point étant l'approbation du procès-verbal du 31 octobre 2024. Vous l'avez reçu. Qui a des observations? Collègue Citadel, tu as la parole. Sur ce PV, je dirais tout de suite qu'il faudra revoir tout le PV. Parce qu'il y a des formulations on ne comprend pas toujours. Déjà, je ne parlerai pas de l'écriture, puisque dès la première page, 31 octobre, bon, ça peut. Mais dès la première ligne, on a effectivement jeudi 31 octobre à 18h20. Donc ça ne précise pas l'heure, donc il y a des choses à corriger. Et puis, il y a des points d'interrogation qui manquent, il y a des phrases qui ne permettent pas toujours la bonne compréhension. Ce serait trop long de revoir tout. Donc c'est un problème rédactionnel. Oui. OK. Donc ce qui veut dire que tu proposes quoi, collègue? Qu'on le présente une autre à la prochaine séance. Je vais dans le sens du collègue. Parce qu'on ne peut pas plaisanter avec ça, parce que ça part à la préfecture. Il faut que ça soit écrit. Voilà. Le 31 octobre. Celui du 15 novembre 2024. Y a-t-il des observations? S'il n'y a pas d'observation, on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Celui du 23 décembre 2024. Y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Donc, les deux du 15 novembre et du 23 décembre sont adoptés. Celui du 31 octobre est à représenter. Le point 1. Orientation d'aménagement de la zone de Blachon et son développement économique à l'issue de la concertation. Collègue Liliane Maximin Bajazé, tu as la parole. Sans obérer leur qualité et richesse intrinsèque, a permis d'interroger la population sur cette question. Afin d'y répondre, la population a été interrogée sous différentes formes. Questionnaires sur leurs habitudes diffusés sur les réseaux sociaux de la ville, colloques avec des intervenants d'origine diverses sur cette thématique,
création d'un comité de suivi avec les associations volontaires du territoire, les élus et les acteurs du territoire. À l'issue de la première réunion du comité de suivi, les membres ont fait le choix de réfléchir au développement économique de la zone de Blachon qui présente un potentiel fort et avéré. En effet, sur ce site, différentes activités sont pratiquées. Le foot, la pêche, le gros-can, les jardins potagers. Il est possible de manger des produits frais et locaux tout en découvrant la mangrove. Sachant que ce site dispose d'une offre touristique qu'il convient de structurer, de pérenniser et de développer, l'objectif de ce comité, valider un projet d'aménagement partagé de la zone par la réalisation de visuels dont les plans et les esquisses nous seront soumis à ce conseil municipal. Suite à l'étude écologique de la zone, des préconisations ont été formulées et se sont affinées au travers des échanges avec la population de Blachon lors d'une réunion publique dédiée. Au-delà de ces retours et partages d'expériences, la ville de Lamentin a créé un espace de concertation favorisant une gouvernance élue citoyen afin que ce projet d'aménagement soit co-construit. En janvier 2024, la restitution des préconisations, la compilation des consultations et les observations des membres du comité de suivi, que sont les élus municipaux, les associations, les citoyens, le Conservatoire du littoral, l'Agence des 50 pas géométriques, le Parc national de la Guadeloupe, ont permis de finaliser les plans et les esquisses d'aménagement de la zone de Blachon partagés par tous. Il est convenu que le développement économique soit consubstantiel à la préservation de l'environnement, au maintien et à la valorisation de la biodiversité, à la culture et à la sécurité des usagers du site. Un phasage des zones à aménager et des opérations à réaliser ont été définis au cours de cette réunion. Pour cette première étape, les objectifs visés ont été atteints. La réalisation nécessitera de formaliser ou de contractualiser notre partenariat avec le Conservatoire du littoral et l'Agence des 50 pas géométriques. Le maire propose au conseil municipal d'approuver les orientations d'aménagement de la zone de Blachon. Le maire vous demande d'en délibérer. Président, si tu permets, je veux dire deux petites choses par rapport au... Tu permets, Président ? Au colloque dont il a été fait mention dans la présentation. Ce colloque, c'est un colloque qui avait réuni des experts qui ont partagé avec nous leurs expertises et qui nous ont donné de leur temps. Donc, je voudrais les citer. Nous avons eu à ce colloque Madame Pamela Auberton. Elle est maître de conférence à l'Université des Antilles et elle avait comme spécialité à ce colloque de nous présenter le jardin créole comme un nouveau modèle de développement pour notre archipel. Également, Yvon Joseph, qu'on ne présente plus, qui est le spécialiste des arbres fruitiers en pot. Max Cronier de Bellestre, maître de conférence à l'Université des Antilles. Madame Mylène Musquet, directrice de l'Office national des forêts. Madame Valérie Séné, directrice du Parc national de la Guadeloupe. Monsieur Joël Raboteur, maître de conférence à l'Université des Antilles. Tout ce monde-là a participé et ont partagé une vision du développement de la zone de Blachon. Et c'est de ce colloque qu'on peut dire que vraiment qu'il y a eu un suivi. Et c'est ce suivi justement, c'est ce plan justement que le maire propose de délibérer. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des collègues qui veulent intervenir maintenant ou attendre? Il y a une présentation, je pense, hein? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, vous voulez intervenir maintenant, collègues, ou vous attendez la présentation? D'accord. Donc, Madame Jaffa va nous faire une courte présentation. Je dis courte parce qu'elle a dit courte. Hein. Arriver au plan qui vont vous être présentés.
Donc là, on a une vue d'ensemble de la partie port de pêche, où on voit que la végétation reprend la main, puisqu'il y a une absence de corridor écologique entre la partie résidentielle qui se trouve au niveau de Lachon et l'embouchure de la rivière de la Montagne. Donc c'est de recréer justement cette végétalisation qui va permettre à la biodiversité de revenir dans cet espace. On voit également que le parking est végétalisé avec une vingtaine de places de stationnement pour les véhicules légers et quelques places qui sont réservées pour les bus. Je vais revenir peut-être plus en détail après sur les espaces, puisqu'on a un espace ici convivial, ça a été demandé lors des concertations, où les gens souhaitaient qu'il y ait un carbet qui soit installé sur cette zone, ainsi que quelques bancs qui seront installés pour permettre aux gens de venir, de se poser, de profiter de la vue sur la mer. La base nautique également devrait reprendre une certaine dynamique en s'orientant à la fois vers des activités pour le scolaire, comme ça se faisait avant, parce que ça s'était apprécié, ça fonctionnait bien, mais aussi en ayant une ouverture sur les activités dites de tourisme vert, où là, il y aurait des circuits de visite qui seraient proposés pour découvrir la mangrove, le Grand Trou, remonter la rivière de la Montagne et sortir en voile, par exemple, au niveau du Grand Fleuve de Sainte-Marie. Donc, deuxième zone, c'est celle qui se trouve du côté des résidences de l'habitation, qui sont ici, où là, on crée à l'entrée de cette zone des jardins partagés, puisqu'ils existent déjà, il y a une pratique qui se fait, donc c'est de permettre justement de développer cet espace-là autour des jardins, en incluant les personnes qui y sont déjà, puisqu'on les connaît, donc c'est leur permettre de participer de façon plus officielle à la création de jardins. À l'arrière, il y aura un deuxième parking de créer pour permettre de ne pas trop engorger l'espace port de pêche. Ici, on a deux arboretums. On ne voit pas les deux, mais je vais vous montrer quand on voit l'ensemble. Deux arboretums qui seraient créés. Donc ça, c'est vraiment la zone en friche où il n'y a que du pâturage ou des passages de véhicules. Donc c'est vraiment remettre de la végétation avec quelques carbets et des bancs pour permettre toujours cette découverte, de prendre le temps de profiter de la zone. L'espace où il y avait les lamentins, où là aussi, ça c'est une volonté déjà du conservatoire du littoral de revégétaliser l'espace, puisque le conservatoire, sa vocation première, c'est que la nature prenne sa place et garde son périmètre. Donc, il y aurait éventuellement un travail qui sera fait avec l'école du Beau, si le conservatoire accepte, puisqu'ils doivent mettre en place une aire éducative terrestre. Donc, ils vont peut-être participer à la revégétalisation de cet espace. Et ici, cette zone qui aujourd'hui est utilisée pour des pratiques sportives, telles que du foot, on n'élimine pas cette action, cette activité, mais on la structure, on la canalise sur un espace dédié où là, on pourra pratiquer d'autres sports que le foot. Et bien évidemment, on garde cet esprit de convivialité, d'espace pique-nique, avec peut-être aussi une aire de jeu ici, ça reste à définir. Donc la vue d'ensemble avec les détails. Alors, on ne prend pas trop. Je vais brosser la vue par secteur. Donc là, on voit bien le port de pêche. Dans le projet, il est proposé de déplacer les sanitaires au niveau du local qui est utilisé actuellement par l'association
et de permettre à l'association d'être plutôt dans cette zone à proximité des jardins partagés et de trouver un partenariat avec elle pour co-animer ces jardins, puisqu'ils ont la volonté de s'impliquer sur cet aspect et de leur offrir un espace qui sera à la fois dédié bien évidemment à la pratique, à l'activité jardin, mais où il y aura aussi des ateliers ou des expositions, enfin une animation qui sera faite au niveau de cet espace. Je pense avoir tout dit. Oui, c'est bon. Vous avez la parole. Pour les gros amants. Est-ce que je peux mettre le micro? Je ne sais pas s'il fonctionne. Je disais que le plan, effectivement, est alléchant par rapport au lieu, mais j'ai deux remarques. Déjà, au niveau du port de pêche, par rapport à la protection. Je n'ai pas entendu parler, parce qu'en fait, il n'y aura pas que des grands qui vont venir. Donc, mais tout autour, en général, il y a toujours une protection, barrière de protection et tout ça, je n'ai pas entendu parler. Et puis, à l'espace vert, non loin de Blachon, des habitations, ce serait dommage de ne pas prévoir des aires de jeu pour les enfants, puisque Blachon même est déjà engorgé. Il y a beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il n'était pas peut-être mieux de penser quand même à aménagement pour les jeunes, aménagement aire de jeu, etc. Puisqu'en fait, effectivement, il y a le terrain de foot, ça reste encore pour les grands. Les carbets, ça reste encore pour les grands. Mais sachant que Blachon est quand même assez grand, il y a beaucoup de jeunes, je pense qu'il faut se pencher là-dessus un petit peu. C'est une idée. De la jeu de 50 pas. Il est proposé là, ici, là, une aire de jeu, puisqu'on a tenu compte justement du fait qu'il y avait quand même une présence importante de logements, hormis les résidences habitation, mais à l'arrière aussi les logements qui sont dans la zone. Donc une aire de jeu ici et un espace multisport. Donc qui permettrait aux adultes comme aux enfants ou aux jeunes de venir sur l'espace pratiquer des activités multiples, foot, basket, hand, etc. Pour la sécurité, il est vrai que pour l'instant, on n'a pas défini une solution fixe, mais la base nautique, elle sera sécurisée par rapport, bien évidemment, au matériel, aux équipements et à l'accès pour partir en mer. Ensuite, à voir de quelle manière on sécurise au niveau des pontons, puisqu'on doit pouvoir garantir cette vue qu'on a sur la mer et ne pas dénaturer en fait le site. On a déjà fait un premier travail en dégageant la vue, puisqu'on a supprimé tous les fils électriques qui passaient au niveau du parking avec les lampadaires solaires qu'on a installés. Donc après, il faudra réfléchir vraiment à la manière dont on va sécuriser pour que ça reste le plus naturel possible. Parfait, merci. Chers collègues, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent intervenir? Oui, vas-y, collègue. Arthur Marcel. Merci, Président. Bonsoir, collègues. Oui, c'est par rapport à l'éclairage du site le soir, donc je voulais savoir qu'est-ce qui a été préconisé. Étant donné que bon, c'est un milieu quand même très protégé, bon, on est dans la biodiversité, il y a la faune, il y a la flore, donc quel type d'éclairage prévu pour le soir? Alors au niveau de l'éclairage public, ce sont des lampadaires solaires qui ont été installés, qui ont un détecteur de mouvement avec variateur d'intensité lumineuse. Donc entre 20h et minuit, l'intensité diminue de 50% et en fonction des passages, ça revient à 100%.
Et entre minuit et 6 heures du matin, c'est une extinction totale. Avec le détecteur de mouvement, ça se rallume à 30%. Non, c'est pas dans cette partie, c'est plutôt la partie jardin partagé. Ah, pour le futur, excuse-moi, pour l'avenir. Alors pour l'avenir, on n'a pas prévu de mettre d'éclairage puisque le Conservatoire du littoral, justement, nous a fait part de leur réticence à ce qu'on puisse éclairer la zone qui leur appartient. Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir de lampadaires solaires, peut-être des éclairages d'appoint, mais ça reste encore à définir. Puisqu'on arrive dans cette zone, en fait, sur la partie conservatoire où il y a une forte protection. Donc, nous, notre objectif, c'est bien évidemment de renaturaliser le site, de permettre l'accessibilité, mais peut-être pas le soir. Puisqu'il y a eu aussi la question qui a été soulevée, d'ailleurs, c'est la petite ligne rouge en pointillé qui passe tout autour, où les participants ont souhaité que le site soit fermé complètement avec des horaires d'accessibilité. En dehors du soir pour des questions de sécurité, d'une part, et ensuite par rapport à la contrainte que va nous imposer le conservatoire. Merci. D'autres questions, collègues? Si d'autres questions, je vais vous féliciter pour le travail qui a été fait. Tous ceux qui ont travaillé là-dessus, bien sûr, notre élu, Yann Maximin Bajazé, tous les autres élus qui ont participé, collaboré à ce travail, Madame Jaffar et tous les autres. L'esprit, vous l'avez compris, c'est un esprit de respect du côté écologique, du côté zone naturelle à protéger. Et même si aujourd'hui on sait qu'on a un certain nombre de contraintes venant du conservatoire du littoral, c'est pas gênant dans la mesure où ça correspond aussi à la volonté de la municipalité de rester dans cette protection de l'environnement. Ensuite, il y a une volonté qui apparaît là-dedans, c'est de proposer des activités qui collent bien à une demande des riverains, à une demande des habitants de la zone, de façon à qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une acceptation, qu'il y ait une cohésion et qu'il y ait surtout des pratiques qui verront qu'à la fois, on aura certainement des personnes, je l'espère, de l'extérieur qui vont venir, mais surtout des personnes qui habitent la zone qui vont utiliser les équipements qui seront mis à disposition. Bien sûr, il y a une volonté d'attirer du monde à travers une petite activité, je dis bien une petite activité touristique tournée vers la mer. Ce n'est pas négligeable, mais notre volonté, ce n'est pas non plus de transformer cette zone-là en un bastion, je dirais, il y a grand tourisme. Hein. Ce n'est pas le but, vous avez bien compris que l'objectif, c'est ça, de rester en harmonie. Parce que il faut bien comprendre là où on veut aller. Hein, et ça, c'est très bien, c'est respecté. Alors moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est important, si on met des activités de jeu, de pouvoir les fermer à une certaine heure. Bon, s'il n'y a pas d'éclairage, ça peut être gênant dans la mesure où on sera obligé de les fermer très tôt, par contre, parce qu'il fait sombre assez tôt. C'est un peu gênant, mais bon, s'il y a une contrainte venant de la... On va essayer de négocier quelque chose. Mais sur le principe de fermer, je suis d'accord. Hein. Sur le principe de fermer, mais fermer peut-être trop tôt, il faut voir. Hein, parce que si on doit fermer à 18h, en tout cas fermer à 18h et fermer à 21h, il y a une différence, quoi. Donc il faudrait qu'on puisse voir ça. Je vous proposerai aussi parmi les jeux de penser à des jeux de famille qui sont des jeux cérébraux. Les jeux cérébraux, ça existe maintenant en format mobilier urbain qu'on peut installer. Donc les jeux cérébraux, il faut voir ça aussi. Il n'y a pas que le corps, on peut faire aussi Et puis un boulodrome, parce qu'on a des gens qui habitent pas très loin. Le boulodrome aussi, ça peut, voilà,
pour les vieux corps, quoi, hein, pour ceux qui ne peuvent pas courir après un ballon, qui peuvent juste envoyer. C'est toujours... Non, mais il ne faut pas mettre que des sports pour ceux qui sont gaillards, hein, il faut mettre du sport aussi pour... Donc je dis ça, donc il faut penser au cerveau, il faut penser à ceux qui, qui ont déjà un petit âge et à ceux qui sont en très grande forme physique, quoi. Il faut penser à tout le monde. Donc, ce serait bien d'y penser. Mais globalement, félicitations, c'est bien pensé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, collègues, mais c'est bien pensé parce que ça ne part pas dans des projets qui sont faramineux, grandiloquents, etc., irréalistes. C'est très simple, c'est très sobre et c'est très réaliste et ça colle bien à la cohésion, à la demande, à ce que la population pourrait accepter. Le collègue, bien sûr, l'association de Blachon, collègue, vous avez participé aux discussions, ça vous convient? Il est bon, je compte sur 3 collègues. Bon, c'est sûr que les élus qui sont dans la commission développement avec Mme Bazagiel elle-même vont piloter, vont mener le projet. Mais la relation avec la population, je compte beaucoup sur toi qui es l'élu qui habite le quartier, pour faire cette cohésion avec les gens du quartier, bien peser à chaque fois les aménagements, ce qu'on met en place, pour bien peser l'adhésion. Parce que ce qui est important, ça va réussir que si ceux mêmes qui habitent là protègent ce qu'on va déposer, ce qu'on va émettre parce qu'ils adhèrent et parce qu'ils utilisent ce qu'on va mettre là. Il ne faut pas que ça soit étranger pour eux. Il ne faut pas que ça arrive comme une verrue, bien au contraire, il faut que ça soit leur affaire. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de gagner, donc il faut vraiment qu'on continue dans ce sens-là. On est bien d'accord, hein? Oui, vas-y. Sera financé par les collectivités, enfin, accompagné par les collectivités telles que la CNBT, le conseil départemental et autres. Alors, ce n'est pas encore officiel, mais il y a eu déjà une approche avec la CNBT. Donc, ce projet sera fortement porté par la CNBT. Donc, il n'y aura pas que la CNBT, mais il sera principalement porté par la CNBT. Voilà, la ville de Lamentin aussi, mais principalement portée par la CNBT. Voilà, si les engagements sont tenus, mais je pense que les engagements seront tenus, puisque bon, voilà, la discussion a été une discussion franche, réelle, avec... voilà. Mais on sollicitera l'État, on sollicitera la région, on sollicitera le département, on sollicitera tout le monde. Hein? Oui, Mme Jaffar. Projet qui est en cours concernant justement les projets d'aménagement du littoral et sur les aspects notamment de revégétalisation. Donc on aura la possibilité d'émarger dessus en répondant, en candidatant à cet appel à projet, où on peut être accompagné à hauteur de 50 000 € à 1 million d'euros. On parle effectivement de financement. Est-ce qu'on peut savoir à hauteur de combien donc cet aménagement va nous revenir? Puisqu'il faut déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire. Maintenant que ça passe au conseil municipal, on va faire la démarche de présenter au conservatoire et à l'agence des inventaires pour recueillir nos observations et les modifications éventuelles. Et à partir de là, on pourra réaliser une étude qui nous permettra d'estimer le coût des investissements. Très bien, c'est un projet qui doit voir le jour dans la réalité. Il a déjà commencé. Effectivement, il a déjà commencé puisque la rénovation de l'éclairage public, et c'est prévu dans le projet, ça a été fait. On va prochainement installer le carré et les bancs.
Et maintenant, il reste tout le volet végétalisation et aménagement des jardins qu'il faut phaser. Mais pour moi, d'ici 2 ans, on peut déjà avoir fait plus de 80% de l'aménagement. C'est un aspect positif fort de ce projet, c'est son phasage. Et je pense que ça, c'est une politique qu'il faut mettre en place ici. Et j'en discutais avec le DGA dernièrement. C'est une discussion qu'on doit reprendre avec l'ensemble des services. Il faut apprendre à phaser, mais il faut apprendre aussi à phaser dans le budget. C'est-à-dire à travailler, à arrêter de travailler systématiquement en crédit de paiement. C'est-à-dire, bon, c'est un peu technique ce que je vous dis là, mais c'est de prendre des engagements répartir sur des engagements sur plusieurs années. Comme ça, il y a une meilleure façon de lire le projet dans le temps et aussi une meilleure présentation budgétaire du projet. Monsieur le DGA, on a eu la discussion dernièrement. Je pense que là, par exemple, la chance, c'est un des projets comme ça qu'on peut faire entrer dans ce mode de financement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'il y a une question sur le financement. Les projets, effectivement, à long terme, qui sont sur plusieurs années, doivent être montés sur, non pas sur... En crédit de paiement. En AP, c'est... En AP, c'est... Voilà. Pas seulement en crédit de paiement. Très bien, donc... inscrit au budget. Et ce passage-là, c'est essentiel. C'est déjà prévu comme ça. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Comme ça, tu ne perds pas de temps. Tu accélères au fur et à mesure. Tu avances. Tu avances petit à petit. Et budgétairement, donc, tu n'es pas essoufflé. Donc, Jean-Louis, il faut y penser. Cette méthode de travail nous permet d'être plus souple et de pouvoir avancer. Oui, d'être plus souple, et voilà, d'être plus souple et de pouvoir avancer sur des projets qui sont phasés sur 2-3 ans, etc. Voilà. On va passer au vote, collègues, sauf s'il y a des questions. Oui. Oui, ce n'est pas une question, c'est juste une information à apporter justement concernant l'aménagement de la baie de Blachon. Madame Jaffar a oublié de parler d'une borne qui sera installée aussi à la baie de Blachon concernant les véhicules électriques. Donc je voulais apporter cette information à l'ensemble des collègues. Très bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Sur un beau projet comme ça, il faut faire l'unanimité. Bravo et merci encore. Le point suivant. Attribution d'autorisation aux agents communaux remplissant les conditions à recharger leurs véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur les IRVE, c'est-à-dire les bornes, installées par la commune. Ludivine Marcellus, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. En application de l'article L. 3261-2 et L. 3261-3 du Code du travail et de l'article L. 723-1 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires des collectivités territoriales relevant du Code général de la fonction publique bénéficient de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués aux moyens de transport public de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ils peuvent également bénéficier d'une prise en charge en tout ou partie des frais de carburant et des frais engagés pour l'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène si l'une des deux conditions suivantes est remplie. Alors, premièrement, le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail est situé dans une commune qui n'est pas desservie par un service public de transport collectif régulier
où l'utilisation du véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail qui ne permettent pas d'utiliser les transports en commun. Par conséquent, la collectivité souhaite répondre à cette obligation et permettre aux agents de bénéficier de cet avantage réglementaire. Pour ce faire, des bornes de recharge de véhicules électriques ont été installées sur les lieux de travail du pôle administratif et du pôle technique pour les besoins de service, car la collectivité dispose de véhicules de service électriques. Aussi, il est proposé au conseil municipal de mettre à la disposition des agents répondant aux critères d'éligibilité cités plus haut ces bornes de recharge gratuitement. Ainsi, ces agents pourront recharger leurs véhicules personnels électriques ou hybrides rechargeables sur ces bornes pendant les jours ouvrés. La demande devra être formulée au service des ressources humaines qui se chargera de valider la demande et de communiquer la liste des agents au service chargé de la gestion du parc automobile. L'agent se verra alors attribuer une carte magnétique individuelle permettant de recharger son véhicule. Par ailleurs, l'arrêté du 10 décembre 2002, modifié, dispose que lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par l'agent à des fins non professionnelles est évalué à hauteur de montant nul, y compris pour les frais d'électricité. Il s'agit là d'une démarche gagnant-gagnant, apportant de nombreux bénéfices pour l'administration et pour le salarié. Cette initiative contribue à améliorer l'image de la collectivité et encourage les salariés à la reconversion de leur mode de déplacement. Le maire propose au conseil municipal d'autoriser les agents de la commune à recharger gratuitement leurs véhicules électriques ou hybrides rechargeables à partir des installations de recharge de véhicules électriques communaux pendant les jours ouvrés. Le maire vous demande d'en délibérer. A-t-il des questions, collègues? Il n'y a pas de questions. Bon, c'est une formalité administrative pour que nos agents communaux puissent utiliser des bornes électriques rechargeables dans des conditions prévues par le texte. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 3, convention de partenariat entre la CCIG et la ville de Lamentin. Annie Génipa, tu as la parole. Merci, Président. Dans le cadre de son engagement pour le développement économique local, la ville de Lamentin souhaite formaliser une collaboration stratégique avec la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, CCIG. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs du programme Petite Ville de demain, qui vise à renforcer l'attractivité du territoire, soutenir les entrepreneurs et favoriser les initiatives économiques innovantes. Les objectifs sont les suivants: accompagner les entreprises locales à toutes les étapes de leur développement, favoriser l'émergence de projets structurants pour le territoire, renforcer l'écosystème entrepreneurial à travers des actions de formation et de sensibilisation, promouvoir une économie durable et inclusive. Les actions principales sont les suivantes: développement économique, organisation d'ateliers, de formation et de réunions d'information en partenariat avec la CCIG. Animation économique, soutien à des événements phares comme le Festi-Marché, incluant un appui technique et promotionnel. En 3, nous avons l'aménagement du territoire, contribution technique pour des projets structurants dans la zone de la baie de Blachon et la zone de Jola. En 4, partage de données, collaboration pour la mise à jour du fichier consulaire et l'échange de données économiques. Budget et financement, les actions décrites dans la Convention pourront faire l'objet d'un financement mixte, ville, CCIG, autres partenaires publics ou privés. Les modalités seront précisées pour chaque action mise en œuvre. Le maire propose à l'Assemblée d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Lamentin et la CCIG et vous demande d'en délibérer.
Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Oui, vas-y, François. La CCIG nous ramène quoi précisément? La communication, qu'est-ce que ça va nous rapporter en plus de ce qui existe déjà? Parce que je ne vois pas trop le... Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision sur ce que ça va nous ramener réellement? Sylvie va répondre. Alors, ça va nous ramener un accompagnement auprès des entrepreneurs, des commerçants et des porteurs de projets de la ville, à travers des formations, des conseils structurels et de la sensibilisation sur différentes actions qui seront établies en fonction des besoins du territoire. On aura également un partage de données pour nous permettre d'établir la structure économique du territoire. Donc il y aura différents échanges. Ça te va, collègue Rosa Mofoncia? Oui, président. Liliane voulait dire quelque chose. Liliane, tu as la parole. Oui, président, ce n'est pas une fixation, mais encore la convention n'a pas été rattachée. Donc, ce qui veut dire que les collègues vont voter sur quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Il me semble que la convention a été envoyée. Hein? La convention a été envoyée? La convention modifiée? Hein? S'il y a un qui l'a reçu, en principe, c'est un envoi groupé. Ça a été envoyé ou pas? Non, pas, il faudrait que tu l'aies reçu 2 fois. Vérifiez le 29. En fait, après aujourd'hui, je vous conseille, il y a un plus, il y a plus 3, il faut appuyer sur le plus 3. Je ne sais pas, moi je regarde, je vois le 29 janvier à 11h35, j'ai bien reçu un mail, il y a 4 éléments de ordre du jour, je conseille de ce soir et de début. Regardez parmi les pièces jointes, il y a bien 4 pièces jointes, mais s'il y a la convention corrigée là-dedans. Parce qu'en préparation de conseil, il avait bien été précisé qu'il fallait le renvoyer, il fallait la renvoyer, la convention. Et la nouvelle mouture. Il y a une pièce jointe qui n'est pas arrivée. Ça nous présente bien 5 pièces jointes envoyées, mais il n'y a que 4 qui sont reçues.
Il était trop volumineux, c'est pour ça. Il faut vérifier ce qui a été envoyé, si tout est bien arrivé. Parce qu'on peut toujours envoyer, mais ça n'arrive pas. Hein. Parce que si c'est trop volumineux, ça n'arrive pas. Mais j'ai vérifié, mais bon, je sais pas. Peut-être un problème de connexion, je sais pas. Parce que moi, je vérifie systématiquement, en fait. Non. Non, c'est pas ça. Non. Comme on doit voter, il faut acter la modification. Il faut acter la modification par rapport au précédent, pour qu'on sache bien ce qu'on vote. Donc, collègue Lydiane Maxime Vajazé, comme c'est ta commission, c'est ta délégation, est-ce que tu peux nous faire part de la modification pour que les collègues puissent bien enregistrer la modification, pour que la convention que je vais signer soit la convention qu'on vote ce soir? Sylvie, tu as la convention modifiée? Alors, Lydiane ou Sylvie, vous me lisez la partie qui est modifiée. Ce n'est pas la peine de relire tout ce qui a été reçu. Vous lisez uniquement la partie non reçue, c'est-à-dire ce qui a été modifié. La partie modifiée a été enlevée. Hein. Mais il faut dire ce qui a été enlevé par rapport à l'ancien. C'est surtout pour nos collègues de la minorité qui n'étaient pas là. Merci, Président. Parce qu'eux, ils ont reçu la première mouture. On dit que la version modifiée, on a besoin de Non. Vous lisez ce qui a été modifié. Donc, il faut lire ce qui a été sorti. Moi, je connais le dossier. Il faut lire ce qui a été sorti de la dernière mouture. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu as mis du rouge. Oui. Tu l'as pas modifié. Sylvie, est-ce que tu as compris? J'ai compris. Vous avez reçu une version, il y a une version modifiée. Et la version modifiée, ce sont des éléments qui ont été retirés. Donc il faut lire uniquement les éléments qui ont été retirés. Sylvie, prends l'ordi. Sylvie, prends l'ordi. Tu as du rouge sur l'ordi que tu as envoyé à la motif sur son ordi. C'est ce que tu as supprimé en rouge. C'est ça. Et tu regardes sur Parce que moi j'ai la nouvelle version. Non mais il vaut mieux avoir l'ancienne version. C'est l'ancienne version que je lui ai donnée, et comme ça, elle va donner ça. Voilà, il faut avoir l'ancienne version et lire ce qui a été enlevé de l'ancienne version qui n'est plus dans la nouvelle. Sylvie, tu peux lire. Donc la partie qui a été supprimée, s'il vous plaît, c'est la partie sur le projet d'aménagement et de dynamisation de la baie de Blachon. Donc, le passage est: il pourra s'agir dans le cadre de ce présent partenariat de la réalisation d'une étude permettant d'évaluer la meilleure disposition de réhabilitation de l'embarcadère du pont de Borel, en bas du bourg et de la baie de Blachon. Cette étude prendra en compte les besoins des marins pêcheurs et des porteurs de projets touristiques pour planifier des espaces adaptés fonctionnels. L'objectif est de créer des infrastructures qui soutiennent durablement l'économie bleue. La CCIG et la ville de Lamentin s'accordent à formaliser cette action par la signature d'un contrat de coopérative public-public
conformément aux dispositions du marché public. En complément, pour soutenir le déploiement de l'activité économique de la zone de Blachon, la CCI-IG mettra à disposition des acteurs touristiques du secteur une offre de services dédiés intégrant les enjeux de développement du territoire. Nous avons décidé de supprimer ce passage concernant Blachon pour laisser libre cours aux personnes qui sont concernées par le projet de, par la suite, intégrer ou non des éléments dans la Convention. Très bien. Donc, en fait, on n'a pas voulu qu'il y ait de doublons. Il y a déjà un projet qui est mené par une direction avec Mme Jaffar sous l'aménagement de Blachon et demain, après, avec l'embarcadère. Donc, il ne peut pas y avoir plusieurs acteurs qui travaillent sur le même projet. Ça va faire cacophonie. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Il y a une seule direction qui réfléchit sur l'aménagement de la zone de Blachon et l'embarcadère. C'est ce que nous avons déjà voté là et qui va se poursuivre après. Donc, voilà, sur interpellation, bien sûr, de l'élu en charge voilà, de l'aménagement de la zone de Blachon et de son développement économique, nous avons voulu effectivement qu'il y ait cette cohérence-là. On a eu une discussion avec Lidiane Maxime Bajazé et on s'est mis d'accord qu'il faut qu'il y ait, bien sûr, une seule direction qui travaille dessus. Donc, ça veut dire qu'après, on pourra intégrer la CCIG, mais on va intégrer la CCIG dans ce qu'on aura préparé et la CCIG ne peut pas être celui qui va réfléchir sur les orientations d'aménagement. Une fois qu'on aura arrêté les orientations d'aménagement, on pourra intégrer la CCIG. Mais les orientations d'aménagement, on a déjà voté les orientations d'aménagement, on ne peut pas faire quelque chose où on vote, où on a deux acteurs qui interviennent sur le même sujet. OK? Voilà. Donc, cette partie-là étant sortie, voilà, de la première mouture que vous avez reçue. Donc, je vous demande qu'on puisse voter sur la dernière mouture où cette partie-là n'existe pas. Y a-t-il des questions, collègues? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité avec, bien sûr, les précisions portées, c'est-à-dire on a voté la deuxième mouture et non la première. Merci, chers collègues. Point numéro 4, subvention exceptionnelle attribuée à l'association Unisport La Mantinois pour l'aide à l'organisation de manifestations et ou aux actions dans le cadre d'un contrat d'objectif. Monsieur Saturnin Francillon, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Afin de promouvoir le développement des activités physiques, sportives et culturelles, la Ville de Lamentin apporte des aides aux associations et clubs locaux par le biais d'aides diverses, mise à disposition de personnel, d'installations et de matériel, mais également à travers de différents concours financiers, subventions de fonctionnement exceptionnelles spécifiques. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association Unisport La Mantinois, USL. Pour sceller ce partenariat, la Ville de Lamentin a décidé d'établir une convention d'objectifs fixant clairement les engagements des deux parties l'une envers l'autre. Ce contrat permettra d'avoir un partenariat direct avec la collectivité et un engagement des partenaires pour la mise en œuvre de l'action pour laquelle il a été conclu. Le montant devant être attribué à l'association citée ci-dessus s'élève à 20 000 €. Cette subvention est consentie pour l'aide de l'action intitulée « À la découverte du vélo en milieu scolaire », initiée par l'association Unisport La Mantinois. Le maire propose à l'Assemblée de bien vouloir délibérer sur l'octroi de la subvention exceptionnelle à l'association Unisport La Mantinois USL pour l'aide à la mise en œuvre
de ladite action. Le président vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Donc, pour bien comprendre, ce n'est pas la subvention régulière que nous donnons au Stade Lamentinois, c'est dans le cadre d'une action, pas stade de l'USL, c'est dans le cadre d'une action précise que l'USL doit mener avec la municipalité, qui est une action exceptionnelle. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, voilà ce que j'allais dire. Ah, Didier, non, tu n'as pas le droit de voter. Hein. Voilà, de bien préciser. Tu dois il faut mettre dans le procès verbal que M. Didier Maricel n'a pas pris part au vote. Il faut même porter qu'il s'est déporté. Le point numéro 5. Avancement de grade des agents de la collectivité. C'est notre collègue Sylviane Font qui nous fait la présentation. Sylviane, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Le 9 avril à l'Assemblée, en application de l'article L73-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services et modifier le tableau des emplois et des effectifs. L'article 79 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait que l'avancement de grade avait lieu, soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel, soit par sélection exclusivement par voie de concours professionnel. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour émettre cet avis remplacé par les lignes directrices de gestion. Il revient donc à l'autorité territoriale de mettre en place la procédure d'avancement de grade des agents remplissant les conditions et inscrits sur le tableau de l'année correspondante. Il convient de créer les postes permettant aux agents d'accéder à ces nouveaux grades. À cet effet, après consultation du tableau des effectifs budgétaires, il est nécessaire de créer par filière les postes suivants. Filière administrative, catégorie C, 19, adjoint administratif principal de première classe, temps complet 35 heures. Catégorie C, 6, adjoint administratif, principal de deuxième classe, à temps complet 35 heures. Filière technique, catégorie A, 1, ingénieur hors classe, à temps complet 35 heures. Catégorie A, 2, ingénieur principal, à temps complet 35 heures. Catégorie C, 4 adjoints techniques principal de deuxième classe à temps complet, 35 heures. Catégorie C, toujours dans la filière technique, 1, agent de maîtrise principal à temps complet, 35 heures. Le maire propose à l'Assemblée d'approuver cette proposition et d'accepter la création des emplois survisés, de modifier ainsi le tableau des emplois des effectifs, d'inscrire au budget chapitre 012 article 64, charge de personnel, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du maire, et écrit. Merci, chers collègues. On va... Est-ce qu'il y a des...
Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, c'est une formalité nécessaire pour la promotion professionnelle de nos agents. Nous avons pris un engagement quand les agents passent des examens, passent des concours, que la mairie de Lamentin, dès que budgétairement c'est possible, de toute façon jusqu'à maintenant on a pu le faire, on fait l'effort, on nomme les agents. Je tiens à le dire parce qu'il y a le public qui écoute, là les agents le savent, il faut que vous le sachiez aussi. Voilà. Un agent passe un examen professionnel ou encore réussit un examen professionnel, le maire l'autorité a la main pour nommer et nommer aussi dans le temps. Et cette volonté que nous avons d'aller et de faire gagner du temps aux agents dans leur carrière, parce que plus on nomme vite, plus l'agent gagne dans sa carrière et ça se paye le jour de la retraite. Donc nous on a cette volonté de le faire. Donc tant qu'on pourra le faire, on va le faire parce qu'on a une responsabilité sociale vis-à-vis de nos agents. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc on va voter. Qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté à l'unanimité. Merci chers collègues et merci aussi pour nos collaborateurs et collaboratrices. Le point numéro 6, modalité de prise en charge des frais de déplacement des agents de la collectivité. Jacqueline Belfort, chers collègues, tu as la parole. Merci, Président. Les agents communaux, titulaires stagiaires contractuels peuvent bénéficier du remboursement des frais induits par l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité. Une prise en charge s'impose dès lors que l'agent est en mission ou en stage, c'est-à-dire dès lors lorsqu'il est muni d'un ordre de mission et se déplace pour l'exécution du service hors de sa résidence administrative ou familiale. La réglementation fixe un cadre général, mais donne compétence aux organes délibérants des collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des indemnisations. Considérant qu'en vertu de l'article 7-1 du décret numéro 2021-654 susvisé, il appartient à l'Assemblée délibérante de la collectivité ou du conseil d'administration de l'établissement de fixer le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement à appliquer pour le territoire national, que peuvent également être fixés pour une durée limitée lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte des situations particulières, des règles dérogatoires au taux des indemnités de mission et de stage, lesquelles ne pourront en aucun cas conduire à remboursement une somme supérieure à celle effectivement engagée. Qu'à ce titre, les taux d'hébergement fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié susvisé sont modulables par l'Assemblée délibérante, soit pour appliquer une minoration, soit plus exceptionnellement pour majorer ces indemnités pour tenir compte de l'intérêt du service ou de situations particulières. Déplacement temporaire, grand A, ouvrant droit aux indemnités. Alors, en mission, agent en service muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder 12 mois, qui se déplace pour l'exécution du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. Les intérims. L'agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. En stage, l'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale pour suivre une action organisée par ou à l'initiative de l'administration de formation statutaire ou formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la carrière. En B, indemnité de déplacement temporaire, mission ou intérim, lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission ou d'un intérim, et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur, il peut prétendre à la prise en charge des frais de transport et des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement. En stage, à l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport
et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalable à la titularisation ou aux indemnités de mission dans le cadre d'autres actions de formation. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite d'un pourcentage fixé par délibération. Les indemnités de mission et les indemnités de stage sont exclusives l'une de l'autre. Modalité de remboursement. Indemnité forfaitaire de déplacement. Pour les missions ou intérim en métropole et en outre-mer, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et taxes incluant le petit déjeuner sont fixés comme suit. Ce remboursement forfaitaire sera revalorisé suivant les évolutions des textes réglementaires qui entreront en vigueur sans qu'une nouvelle délibération ne soit nécessaire. Montant forfaitaire et intérêt de déplacement. Nous avons un tableau qui récapitule les différents montants, hébergement et repas en France métropolitaine où on se situe en Outre-mer et pour la situation des personnes en situation de handicap. Est-il nécessaire de lire tout le tableau? Je pense que tout le monde l'a reçu. C'est juste des taux à appliquer en fonction de la situation de chacun. Ces indemnités kilométriques sont revalorisées en fonction des textes en vigueur. Le choix du remboursement forfaitaire des frais de repas. Alors, considérant qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 3 du décret numéro 2006-781 susvisé, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement prévoit le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas engagés par l'agent sur production de justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur. Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006, le 6 novembre 2023. Ce remboursement forfaitaire sera revalorisé suivant les évolutions des textes réglementaires qui rentreront en vigueur sans qu'une nouvelle délibération ne soit nécessaire. En des modalités de versement, les indemnités sont payées mensuellement à terme échu sur présentation des états et des pièces du déplacement. Les remboursements des frais de déplacement temporaires nécessitent un ordre de mission préalable, un état de frais certifié, une assurance personnelle de l'argent. Le remboursement des frais divers, péage, taxi, véhicules de location, parc, stationnement, peut également être autorisé par l'Assemblée délibérante. Le remboursement des frais se fera sous présentation des justificatifs. En dérogation, pour terminer, lorsque l'intérêt du service le justifie, la collectivité peut fixer par délibération des règles de remboursement dérogatoires. Ces dérogations ne peuvent conduire la collectivité à rembourser une somme supérieure à celle des frais réellement engagés, ni à fixer des taux forfaitaires de remboursement inférieurs à ceux prévus dans le tableau ci-dessus. Des avances sur le paiement des frais peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Le montant est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement, à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. Le président vous invite à délibérer. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, vas-y. Oui, là c'est bon. Je souhaite revenir sur une écriture qu'on m'explique. C'est considérant, c'est tout au début, c'est le 3e paragraphe. Considérant qu'en vertu de l'article 7-1 du décret, etc., appliqué pour le territoire national, qui arrive au milieu de la phrase là, je ne comprends pas trop. J'aimerais qu'on puisse m'expliquer. Président, s'il faut répondre, il y a juste une coquille dans le texte et à la lecture, j'ai évité la coquille. C'est-à-dire il faut, voilà, c'est-à-dire qu'on a mis, c'est précisé, il appartient à l'Assemblée délibérante de la collectivité et du conseil d'administration de fixer virgule à appliquer. Il fallait juste le texte, la bonne formule en tout cas, c'est
de la collectivité ou du conseil d'administration de l'établissement de fixer le barème, c'est-à-dire qu'il faut lire la dernière phrase d'abord, le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement à appliquer pour le territoire national. C'est-à-dire qu'il y a une petite inversion dans le texte. Mais je l'ai sauté, enfin je lis correctement. Non, mais c'est là de ça que parle Christian. Oui, c'est bien ça, donc je lui explique. J'explique aux collègues Citadel qu'il y a une petite inversion qu'il aurait dû faire lorsqu'on a rédigé. Il y a un petit problème, une petite erreur de rédaction, lors de la rédaction, mais l'erreur est humaine. Ok. Donc, il faudra corriger cela dans la présentation. Mais j'aimerais quand même qu'on me précise le territoire national, alors que dans le tableau, nous avons aussi d'autres territoires que sont Saint-Barth, la Martinique, etc. C'est le territoire national. D'accord. C'est pour qu'on soit d'accord. Ah oui, le territoire national, c'est tout le territoire français. D'accord. C'est pour ça qu'on n'était pas d'accord qu'on avait mis le territoire métropolitain. Souviens-toi, Christian. C'est pour ça qu'on n'était pas d'accord quand on avait mis le territoire métropolitain. Non, c'est pas que je n'étais pas d'accord, c'était la place de... Oui, mais non, mais il y avait un problème de fond. Quand on était territoire au métropole, il y avait un problème, il y avait pas seulement un problème de culture, il y avait un problème de fond aussi. Il y avait un problème de fond. Là, on a aucun problème de fond. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté donc à l'unanimité. Merci. Dernier point à l'ordre du jour, qui est le point numéro 7, point ordre d'euro. Action de soutien à la parentalité des compagnons bâtisseurs. Je crois que c'est Christian qui a la parole sur cette question. Le mouvement associatif, les compagnons bâtisseurs, s'inscrit dans une démarche solidaire itinérante via le Bricobus qui vise à déployer des actions d'accompagnement des habitants par différentes actions, le prêt d'outillage, les chantiers solidaires, des animations collectives parents-enfants, les chantiers d'auto-réhabilitation accompagnés, des dépannages pédagogiques. La ville souhaite reconduire son partenariat avec les compagnons bâtisseurs pour la mise en place d'ateliers itinérants parents-enfants. Ces ateliers visent à renforcer les relations intrafamiliales, créer du lien social et sont animés principalement par des bénévoles. Les thématiques sont diverses et variées: fabrication de dominos, boîtes à crabes, fabrication de pots à crayon. Ainsi, 12 animations collectives d'une durée de 3 heures chacune sont programmées. Elles débuteront en février et se termineront en décembre 2025. Les actions des compagnons bâtisseurs sont en partie financées par la Caisse d'allocation familiale et les fondations de France et M Guadeloupe. Pour mener à bien ces ateliers sur le territoire, les compagnons bâtisseurs sollicitent de la ville une participation financière à hauteur de 2 000 €. Donc vous avez le tableau, le budget prévisionnel qui précise les animations, 12, qui vont coûter 4 800 € avec une participation de la CAF de 2 000 €, les fondations de France 300 €, Fondation M Guadeloupe 500 € et la ville doit mettre une participation de 2 000 €, soit un total de 4 800 €. Le maire propose le renouvellement de la convention annuelle avec l'association des compagnons bâtisseurs pour l'organisation sur le territoire d'ateliers de bricolage parents-enfants à hauteur de 2 000 € pour l'année 2025. Il vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Oui, Francia Rosamond, collègue, tu as la parole. Oui, Président, les 12 animations collectives d'une durée de 3 heures chacune sont programmées, donc ça débutera début février. Ceci étant dit, un programme qui a déjà été élaboré, est-ce qu'on peut savoir est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que ça sera surtout le Lamentin? Comment ça va se fonctionner? Effectivement, nous sommes en train de travailler dessus pour la répartition sur le territoire et en partenariat avec le service animation de quartier et association pour qu'on puisse au mieux
en partenariat avec les associations de quartier, pouvoir être sur tout le territoire, que ce soit à Pierrette, que ce soit à Chartreux. On a déjà, je travaille avec Rodrigue Moulin pour qu'on puisse vraiment finaliser cette action sur tout le territoire. Merci, collègue. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'ordre du jour. Je vous remercie. Ah, on n'a pas voté. Je pensais qu'on avait voté, excusez-moi. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, je vous remercie, collègues, pour ce conseil municipal. C'est vrai qu'il n'était pas long, mais qui a quand même porté sur des sujets importants, notamment l'orientation pour l'aménagement de la zone de Blachon, et puis toutes les actions que nous avons lancées aujourd'hui en direction de la population, et surtout ce qu'on a mis en place avec l'association USL. Je sais qu'il y a une petite actualité aujourd'hui voilà, concernant l'USL, mais bon, ça fait partie de la vie, mais nous avons des valeurs, nous avons des principes. Nous restons sur nos valeurs et nos principes, et l'USL reste le club avec lequel nous pouvons bâtir un certain nombre de projets. Nous continuons à bâtir des projets avec l'USL et ça se passe très, très, très bien avec le président et tout le club. Voilà. Oui, mais je disais qu'il y avait une actualité avec l'USL, c'est pour ça que je précise. Mais il n'y a pas... Mais nous bâtissons avec toutes les associations. Merci beaucoup.